Merci à vous d'avoir décidé de consacrer ce début d'après-midi frais à venir parler de protectionnisme et d'industrie, de savoir comment on va relocaliser et bifurquer l'industrie de notre pays. Évidemment, j'en profite pour vous rappeler les règles élémentaires en cette canicule, et notamment une: si vous voyez que votre voisin devient blanc, rouge ou vert, n'attendez pas qu'il tombe pour vous porter à son secours, mais proposez-lui peut-être un peu d'eau, ou en tout cas signalez-le, ça peut arriver, et on en rigole maintenant, mais si ça arrive, on en rigolera un peu moins. Très simplement, pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis donc Mathias Tavel, je suis député de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, et je suis par ailleurs le co-rédacteur en chef du journal de l'Insoumission, le seul mensuel insoumis du pays. Voilà, donc que vous pouvez trouver au stand à côté du stand du groupe parlementaire, et évidemment sur abonnement tous les mois dans vos boîtes aux lettres. Voilà, ça c'était pour la pub. Alors, très clairement, je pense que tout le monde peut le constater, le changement climatique a commencé. On est sur une trajectoire de réchauffement de plus 2,6 degrés à la fin du siècle, c'est-à-dire déjà bien au-delà de ce que l'accord de Paris prévoyait, dont l'objectif était de limiter à 1,5 degré. Évidemment, si on veut le freiner, atténuer ce dérèglement climatique et ses effets, il faut qu'on soit capable de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, et tout ça dans une situation où, au jour d'aujourd'hui, l'industrie représente 18% des émissions de gaz à effet de serre françaises. Alors, selon qu'on considère que les émissions de la production industrielle en France, on peut se dire que la marche n'est pas si haute, sauf qu'il ne faudrait pas oublier les émissions de gaz à effet de serre dues aux produits qui sont produits à l'autre bout du monde et que nous importons pour les consommer ici. Et il faut bien traiter les deux bouts du problème si on veut le traiter correctement. Évidemment, ce n'est pas acceptable de continuer à délocaliser des pollutions, d'ailleurs pas seulement que des émissions de gaz à effet de serre, mais des pollutions pour l'environnement de manière générale, à l'autre bout du monde, pour pouvoir ensuite dire que nous serions un pays exemplaire. Dans le même temps, on a un gouvernement macroniste qui se vante d'avoir entamé la réindustrialisation du pays. Je vous renvoie à l'excellente note qu'a publiée l'Institut de la Boétie pour démonter ce mensonge. Il n'en est rien. Aujourd'hui, la part de l'industrie est la plus faible dans la valeur ajoutée qu'elle ne l'a jamais été depuis la Deuxième Guerre mondiale, et l'emploi industriel est au plus bas dans l'emploi total dans notre pays, après 6 ans de macronisme et plus de 15 ans de politique de l'offre assumée comme telle dans notre pays. Et on a vu avec le Covid dans quelle dépendance on était placé pour des choses aussi élémentaires que les masques, les blouses, les respirateurs et combien d'autres choses essentielles, ne serait-ce que pour pouvoir faire fonctionner notre système de santé. Alors, dans le même temps, vous avez des annonces gouvernementales aux États-Unis, dans d'autres pays, pour dire qu'il faut verdir l'industrie. Et vous avez eu au début de l'été une loi industrie verte portée par le gouvernement macroniste, qui était très clairement du greenwashing. On a d'ailleurs présenté un contre-projet, les députés insoumis, que Clémence peut aussi vous brandir et que vous pourrez trouver sur le stand du groupe parlementaire. Mais clairement, il y a un état d'esprit différent dans les discussions à propos d'industrie et de situation de dépendance pour s'approvisionner sur un certain nombre de produits. Alors, est-ce qu'après le Covid et la guerre en Ukraine, on est en train de tourner la page du libre-échange ? Est-ce que face à la crise climatique, il faut abandonner l'industrie ou au contraire la relocaliser et la faire bifurquer ? Comment on mène une politique industrielle qui peut atteindre les objectifs qu'on se donne dans un contexte de dumping social et environnemental très important au niveau international ? Est-ce que tout simplement on peut concilier écologie, industrie et emploi ? C'est quelques-unes des questions que nos intervenants auxquelles nos intervenants vont s'efforcer de répondre. Et donc je vous les présente en commençant par ma droite, Anaïs Voigilis, qui est géographe à l'Institut français de géopolitique et spécialiste des questions industrielles. Léo Charles, qui est économiste, maître de conférence en économie à Rennes 2 et qui va publier dans les prochaines semaines, les prochains mois, une version de poche d'un petit livre qui s'appelle « La dette publique, précis d'économie citoyenne ».
et Clémence Guettet, que j'ai peut-être pas besoin de vous présenter, députée LFI NUPES, co-responsable du programme L'Avenir en commun dans la campagne présidentielle et coprésidente de l'Institut La Boétie, Fondation Insoumise. Alors voilà, chacun va présenter son propos, et puis ensuite, évidemment, la parole sera à la salle pour les questions-réponses. Je vous laisse la parole chacun pour une dizaine de minutes, en commençant par Léo Charles, maître de conférence en économie à Rennes 2. Merci à vous. Alors merci de votre présence, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être ici. Alors pour poser un peu le cadre, la question qui m'a été posée, c'est un peu celle qui a été énoncée par Mathias. Le monde est-il en train de tourner la page du libre-échange? Alors autant vous dire qu'on pourrait en discuter pendant 10 heures, mais on m'a donné 10 minutes. Alors je suis un peu frustré, mais on aura des questions et on pourra rebondir sur ma présentation si vous avez besoin. Donc je ne vais pas revenir dessus parce que Mathias l'a très bien dit en propos introductifs, mais aujourd'hui on est face à des défis monstrueux, changement climatique, inégalité, délitement de nos acquis sociaux, démantèlement des services publics, tout ça. Et je crois que face à ça, il est nécessaire d'avoir une réponse forte et une réponse assumée. Et l'une des réponses, je pense, et qui nous a rejoint, enfin qui nous a permis de nous rencontrer aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut se tourner vers une nouvelle ère industrielle, une nouvelle ère productive, de nouveaux modes de production, qui soient en phase avec nos attentes et nos besoins. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu simple. Normalement, tout le monde est d'accord avec ça. J'imagine que même aux universités du MEDEF, ils seraient d'accord avec ça. Mais la question est de savoir comment on fait concrètement pour faire ça. Alors, Mathias l'a bien dit, moi je suis économiste. Et les économistes, on s'entend pas très bien entre nous. Il y a des gentils, il y a des méchants. Classiquement, les économistes que vous allez entendre tous les jours à la radio, à la télé, etc., les économistes de plateau, ils vont vous dire, c'est simple. On a des défis actuels, il y a un changement climatique, il y a de la hausse des inégalités. Il suffit de continuer, prolonger les politiques de libre-échange que l'on mène depuis les années 70. Donc en gros, si on a des problèmes, c'est qu'on n'a pas été assez loin. Donc il faut continuer à ouvrir les frontières, il faut faire circuler les technologies, parce que plus de technologies, ça permettra d'avoir une croissance verte, des emplois verts, blablabla, blablabla, des choses comme ça. Donc sur le papier, des choses magnifiques, mais en fait, le problème, c'est que la plupart des constats que l'on peut faire sur les défis qu'on doit relever aujourd'hui sont liés par nature au libre-échange, sont des conséquences finalement de l'introduction et de la mise en place du libre-échange à partir des années, on va dire, 70. Cette réponse, elle est aussi un peu naïve, désolé pour mes collègues économistes libéraux, mais c'est un peu naïf et ça vient d'une vision, on pourra en reparler si vous le désirez, mais d'une vision qui s'est développée dans les années 2000 de ce qu'on a appelé la mondialisation heureuse. En ouvrant les frontières, forcément qu'on allait être dans un jeu gagnant-gagnant, que tout le monde allait être content, que tout le monde allait s'y retrouver, que la croissance allait être distribuée à tout le monde, que tout le monde allait s'enrichir, etc. etc. Il y a même un économiste très fameux, Paul Krugman, américain, qui a publié un livre, je crois que c'est fin des années 90, il dit « La mondialisation n'est pas coupable ». Merci, circuler, il n'y a rien à voir. Ok, il y a des inégalités, on ne parlait pas encore vraiment de changement climatique, mais ce n'est pas la mondialisation, il faut au contraire la continuer. Et donc, c'est créer un consensus idéologique et politique autour de ces bienfaits du libre-échange. Problème, à partir des années 2008, je ne refais pas l'histoire, crise financière, etc. Et ce consensus a commencé un peu à se déliter. On a commencé à avoir des travaux universitaires et de plus en plus d'économistes qui se sont dit le libre-échange, jeu gagnant-gagnant, pas sûr. Et en fait, on s'est rendu compte, on en était très conscient, mais on s'est rendu compte que le libre-échange porte en lui-même les germes des problèmes actuels, c'est-à-dire que le libre-échange est basé, rapidement, je vous le dis, sur un quadruple dumping, c'est-à-dire sur une politique de moins-disant, qu'elle soit fiscale,
On baisse les impôts sur les entreprises et sur les plus riches pour la compétitivité, pour pouvoir plus exporter. On a un dumping démocratique, notamment on va imposer l'idée et les avis et les besoins des industries et des grands groupes, des firmes multinationales. Ces avis vont s'imposer au gouvernement, qui pose des problèmes assez démocratiques, et bien sûr dumping sociaux ou écologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, on a des produits pas chers, mais fabriqués dans des conditions écologiques et sociales délétères. Et donc voilà. Donc le libre-échange, si vous voulez, ça ne peut pas être la solution aux défis actuels. Et surtout qu'on est dans une période aujourd'hui où le libre-échange commence à... l'idée même de libre-échange, la défense du libre-échange commence à être battue en brèche. On voit que les choses fonctionnent de moins en moins. Certains économistes parlent de globalisation, c'est-à-dire de ralentissement de la mondialisation néolibérale. Et donc, il faut trouver des alternatives. Donc, on en rediscutera, mais l'alternative ne peut pas être le libre-échange. Conceptuellement, c'est une erreur. J'allais dire, on a déjà fait l'erreur depuis les années 70, on ne va pas continuer dans cette voie. Il faut envisager d'autres voies. Quelques chiffres, mais parce que je suis économiste et sinon ça ne ferait pas sérieux si je ne vous citais pas quelques chiffres. Mais en gros, le transport international, l'organisation de la production mondiale est faite autour de ce qu'on appelle les chaînes de valeur globale, c'est-à-dire qu'on sépare la production d'un bien en plusieurs petites étapes, qu'on localise partout dans le monde, là où c'est pas cher socialement, là où c'est pas cher fiscalement, écologiquement, et après on transporte les produits finis ou les parties de produits finis entre eux. Et ça, c'est responsable de 10% des émissions mondiales de CO2 en 2018, donc c'est pas négligeable. Et là, les 10% ne prennent pas en compte les conditions même de production. Dans la littérature économique, on commence à faire un lien entre libre-échange et destruction de la biodiversité, déforestation, obésité au Mexique. Il y a des articles qui viennent de sortir sur ça. Donc, on sent quand même que le libre-échange n'est pas la panacée qu'on nous avait vendue. Évidemment, le libre-échange, la mondialisation que j'appelle néolibérale, est aussi responsable de la hausse des inégalités, d'abord entre pays, mais aussi à l'intérieur même des pays. J'ai un chiffre que j'adore beaucoup. Aux USA, entre 2009 et 2012, les États-Unis ont connu une croissance économique, et cette croissance économique a été captée par les plus riches, par le top 10%. 116% de la croissance économique a été captée par le top 10%. Ça veut dire que non seulement ils ont mangé tout le gâteau, mais en plus, ils ont piqué le gâteau des plus pauvres. Et ils ont appauvri les plus pauvres pour s'enrichir encore plus. Ça, on peut considérer que ça pose de sérieux problèmes et qu'il faut pouvoir régler ça. Donc, le libre-échange, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution. Les défis actuels nécessitent de repenser notre rapport à l'industrie, à la production, au travail, à la mondialisation, tout ça en même temps. Et donc, désolé, je vais utiliser un gros mot, mais le protectionnisme apparaît comme un outil nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'attention, il ne faut pas que le protectionnisme soit vu comme une fin en soi, sinon ça serait les universités d'été du RN. Le RN, ils sont protectionnistes, mais parce que c'est un objectif en soi. Si on veut avoir une politique de bifurcation écologique et sociale, l'outil protectionniste doit être en appui à la politique industrielle, et en ça, la politique commerciale est très, très efficace. D'ailleurs, c'est un constat historique terrible pour les libéraux. Il n'y a pas un pays dans le monde qui se soit développé, qui se soit industrialisé sur les bases du libre-échange. C'est pas vrai, ça c'est faux. Tous les pays dans le monde se sont développés sous couvert de protectionnisme et de protection. Et donc, il faut ouvrir aujourd'hui un nouveau moment protectionnisme. C'est un peu le cas, je dirais, j'allais dire, il y a quelques années, tout le monde se fichait un peu du sort des ouvriers français qui perdaient leur emploi parce que c'est délocalisé. Et donc, quand vous étiez protectionniste dans les années 2000-2010, c'était très mal vu. Aujourd'hui, le changement climatique touche tout le monde.
même les plus riches, même les enfants des plus riches, et donc on commence à avoir une idée de tiens, pourquoi pas protéger, préserver la nature, etc. Et donc avec la crise Covid, avec la politique américaine, l'Inflation Reduction Act, qui sont des politiques protectionnistes, on commence à avoir un renversement peut-être de l'idéologie et dans les faits des mesures de plus en plus protectionnistes. Alors vous inquiétez pas, le gouvernement macroniste n'utilisera jamais le terme de protectionnisme, ça c'est un gros mot. Par contre, on va parler de résilience, de relocalisation, toutes ces choses-là qui sont en réalité, si on veut vraiment les faire, du protectionnisme. Alors, j'en viens rapidement parce qu'il me reste pas très longtemps. La question qui se pose, c'est quel type de protectionnisme ? Il faut voir que la politique commerciale, le choix entre libre-échange et protectionnisme, c'est un curseur. On n'est jamais totalement libre-échangiste, ça n'existe pas, on n'est jamais totalement protectionniste. Donc l'idée, c'est de faire bouger ce curseur vers un peu plus de protection. Et l'idée, c'est de, à mon sens, que la politique commerciale et industrielle doivent être encastrées dans la société, c'est-à-dire qu'elles doivent être au service de la société, donc définies nationalement, si possible, et le protectionnisme doit être un outil. Selon moi, il faut définir nos besoins écologiques et sociaux, il faut, attention, deuxième gros mot, il faut planifier. Donc il faut planifier la réalisation de ces objectifs, et planifier, ça veut dire quoi ? Mettre en œuvre les outils nécessaires, dont l'outil protectionniste et de protection. Donc les mesures protectionnistes, si vous voulez, moi c'est ce que j'essaie de développer dans mes travaux, elles doivent être en symbiose avec les mesures de protection. On pourra en discuter, mais dire que le travail des enfants est interdit, c'est pas du protectionnisme, c'est une forme de protection. Dire que nous on veut la retraite à 60 ans, c'est pas du protectionnisme, c'est une forme de protection de nos acquis sociaux. Et encore une fois, on en rediscutera aussi, mais pour moi, il ne sert à rien d'appeler à la relocalisation. Si c'est pour refaire revenir Total ou Eiffage, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne remplira pas nos objectifs et nos besoins écologiques et sociaux. Par contre, il faut retirer localiser, vous allez dire que je joue sur les mots, mais c'est-à-dire repermettre aux PME, aux entreprises françaises, à l'industrie de produire en France. Et ça, l'outil protectionniste peut nous permettre de faire ça. Et donc, il faut voir l'outil protectionniste comme ancré dans toute une politique de bifurcation écologique, sociale, fiscale, etc. Et notamment, il faut refonder notre rapport au pouvoir dans l'entreprise, à l'exercice de la démocratie, refonder notre fiscalité et nos systèmes économiques pour ne pas exclure les plus fragiles. Je conclus sur ça. Ne croyez pas que tout est naturel. En économie, rien n'est naturel. Les économistes libéraux vont vous dire le libre-échange, il est apparu un jour comme ça, c'était naturel, c'est l'évolution de nos sociétés et tout. Non, rien du tout. Tout ça, c'est politique. Le libre-échange, il a été imposé politiquement au XIXe siècle, puis après dans les années 70. Et quand on a ça en tête, alors on peut imaginer que finalement, si rien n'est naturel, tout est possible. Et c'est à nous de construire, de renforcer le consensus idéologique et politique autour de cette solution, autour de cette bifurcation, et de continuer à débattre, à discuter et à s'opposer aux idées fausses. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec cette table ronde, les idées fausses sur le protectionnisme et sur le libre-échange. Donc, en ouverture, soyons libres d'inventer toutes choses, enlevons-nous les carcans qui nous empêchent de penser une forme de protectionnisme qui soit radicale et de gauche, qui serve la bifurcation écologique et sociale. Et si vous avez besoin de détails, je serais ravi d'en discuter avec vous sur la façon de le mettre en place. Merci beaucoup. Merci Léo Charles. Et je passe maintenant la parole à Anaïs Voix-Gillis, géographe à l'Institut français de géopolitique. Merci à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais essayer de respecter le temps imparti, mais sur un sujet comme l'industrie que je travaille depuis plusieurs années, c'est toujours un peu compliqué. Peut-être que je vais vous donner des chiffres pour commencer sur la réalité de l'industrie en France. Parce que finalement, quand on parle d'industrie, on peut mettre beaucoup de choses derrière. On ne sait pas exactement ce qu'est l'industrie. On a des visions sur un périmètre qui peut être très large, puisque maintenant on va même parler jusqu'à l'industrie pour qualifier des métiers de service. On parle d'industrie de l'imaginaire quand on parle des métiers autour du cinéma, des spectacles, etc. L'industrie, c'est l'acte de transformer la matière.
Et si on regarde l'industrie manufacturière en France, aujourd'hui, c'est 10% de points de PIB si je prends les données de l'OCDE. Vous pourrez trouver des chiffres différents si vous prenez par exemple les données de la Banque mondiale. Et si vous avez une définition élargie de l'industrie, c'est-à-dire qui va par exemple prendre en compte le traitement de l'eau, etc., vous allez pouvoir trouver des chiffres pour la France qui sont de 13 à 14%. 10% de points de PIB, il faut se dire que c'est extrêmement faible. La France, le poids de l'industrie dans le PIB français, c'est le même poids que ce qu'on trouve en Grèce. Sauf qu'en 1990, le poids de l'industrie en Grèce dans le PIB, c'était 12%. En France, c'était 20%. Et la moyenne européenne actuelle, c'est 15%, avec 20% pour un pays comme l'Allemagne. Au-delà du poids de l'industrie dans le PIB, quand on dit qu'on a eu une telle dégression, ça veut dire qu'on a eu aussi une destruction d'emplois industriels. On a détruit 2 millions d'emplois industriels en 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire la destruction d'emplois industriels? Ça veut dire qu'on a eu des phénomènes de délocalisation, de fermeture d'usines, soit pour être délocalisés en Europe, et notamment en Europe de l'Est, soit beaucoup plus loin en Asie. Mais ça veut aussi dire des phénomènes plus pernicieux dans la destruction d'emplois industriels et dont il faut avoir confiance. C'est tout ce qui est externalisation d'activités dites non stratégiques ou non cœur de métier. Donc vous avez par exemple des métiers de maintenance, des métiers de logistique, des métiers de nettoyage industriel qui ont été placés dans des entreprises qui deviennent des entreprises de services et donc qui sont aussi sous l'égide des conventions collectives de services qui sont souvent moins disantes que les conventions collectives qu'on a dans l'industrie. Et donc ça a un impact aussi sur les phénomènes de rémunération, la rémunération en termes de salaire, mais aussi tous les avantages que vous avez qui peuvent être attachés à votre convention. La deuxième chose qu'il faut dire sur le poids de l'industrie, c'est la balance commerciale française qui est la plus déficitaire de l'Union européenne. Alors je sais qu'on peut être tenté de dire oui, mais la balance était particulièrement déficitaire en 2022 à moins 190 milliards parce qu'il y avait la question de l'énergie. Mais même si on retraite la question énergétique, la France a une balance commerciale extrêmement déficitaire. On importe une majorité de biens, soit des biens finis, par exemple les vêtements, on va considérer comme un bien fini, soit des pièces ou des sous-ensembles qui vont entrer dans la composition d'un autre produit. Ça peut être par exemple, c'est un exemple qui va être faux, mais je prends le premier que j'ai sous la main, ça va être le capuchon de la bouteille que vous faites venir de l'étranger. Et donc le produit fini, c'est la bouteille, mais vous avez importé cette pièce. Et cette situation, elle est liée à la fois à l'évolution de la mondialisation, la volonté d'aller chercher des nouveaux marchés et des pays où les coûts étaient plus faibles, mais elle est aussi la responsabilité des acteurs. C'est-à-dire que tous les gens qui vont vous dire finalement c'était un mouvement inéluctable, on ne l'a pas vu venir, on l'a laissé faire, c'était la tendance, c'est important de déconstruire la responsabilité de ces acteurs. Les acteurs, c'est des choix d'entreprise, les grands groupes qui décident de réorganiser leur chaîne de sous-traitance en allant assembler leurs produits à l'étranger. Et donc, de fait, il y a tout l'écosystème qui part avec eux parce qu'on produit en général à proximité de ces grandes unités d'assemblage. Et vous verrez que ça a une importance quand on parle d'attirer des capitaux étrangers pour assembler des produits finis sur le territoire français. Ça nous rend extrêmement dépendants, extrêmement faibles par rapport aux décisions d'autres pays, surtout quand les décisionnaires n'ont pas la nationalité française et donc sont moins sensibles à l'avenir d'un territoire. Mais c'est aussi des choix politiques, parfois, d'abandonner l'industrie. Alors maintenant, on peut dire qu'une usine qui ferme, c'est ouvrir une permanence du Rassemblement national. C'est bien de le dire à l'heure où on ouvre plus d'usines qu'on en ferme, mais ça fait 30 ans qu'on aurait dû tirer ce constat et voir les logiques politiques que ça allait engendrer. La situation de désindustrialisation profonde qu'on connaît, elle est aussi liée à un mythe qui était celui du mythe de la société post-industrielle, où les sociétés occidentales pouvaient se positionner sur les tâches en amont et en aval dans la production, ces tâches qui étaient réputées à plus forte valeur ajoutée, avec une sorte de naïveté, voire de condescendance, même plus que de naïveté, qui était de se dire que les pays auxquels on confiait ces biens, pour satisfaire nos choix de consommation, n'allait pas avoir envie de remonter les chaînes de valeur, n'allait pas avoir envie d'avoir des biens de haute technologie. Et que nous continuerions toujours à créer de la valeur sur le territoire et de l'emploi. Sauf que finalement, en se détournant des sites de production, nous avons aussi détourné en partie notre capacité à faire de la recherche et du développement, à innover. Et donc, ce sont tous les écosystèmes qui se sont détricotés. Et je sais que pour certains, la désindustrialisation, ça reste comme quelque chose de positif. D'ailleurs, on a eu il n'est pas commissaire, il doit être chef économiste, ancien chef économiste, enfin, quelqu'un de la Commission européenne. On avait dit qu'on ne parlait pas de la Commission européenne, et je le fais moi-même, qui a décrété que finalement, si les industries lourdes partaient du territoire européen, ce n'était pas un problème puisqu'elles allaient aller ailleurs et qu'on n'en avait pas besoin. Et c'est extrêmement faux en fonction de la conception du projet de société qu'on va avoir. On a besoin d'industrie pour des questions de souveraineté, pour réduire nos dépendances à d'autres.
c'est-à-dire maîtriser les chaînes de valeur. Et quand on pense maîtriser les chaînes de valeur, c'est de l'extraction de la matière première jusqu'à la gestion de la fin de vie du produit. Donc c'est soit la capacité à le réparer, soit la capacité à le recycler. Aujourd'hui, on se rend compte que sur la maîtrise des chaînes de valeur, nous sommes en faiblesse. Premièrement, parce qu'on ne maîtrise pas cet approvisionnement en matières premières critiques, dans beaucoup de cas, et notamment dans toutes les industries nécessaires à la transition écologique, mais également parce que nous avons confié à d'autres le recyclage de nos déchets. Et qu'on a aussi pensé des produits qui étaient difficilement réparables et recyclables. Il suffit de prendre la majorité des matières textiles ou dérivés de plastique, il y en a très peu qui se recyclent, et en plus, il y a des phénomènes de produits à usage unique. L'autre chose qui est important, au-delà de la chaîne de valeur, c'est la maîtrise de la technologie et du brevet. Ce n'est pas parce que vous avez une usine sur le territoire que vous êtes en maîtrise sur la technologie et le savoir-faire que vous avez dans ces produits. Et le très bon exemple, c'est batteries pour les véhicules électriques. Ce ne sont pas des technologies françaises ou européennes, mais on pourrait citer aussi des exemples sur quand je décide de vendre Alstom, la partie sur les turbines qui nous garantissaient notre autonomie énergétique. Alors encore faut-il avoir aussi une vision sur la trajectoire énergétique et ce qu'on veut faire en termes d'énergie. Quand je vends un groupe comme ça, je vends aussi la technologie et donc le savoir-faire. Et donc je me mets en dépendance d'un autre, et donc il va falloir que j'achète, enfin que je prenne des royalties sur les brevets, que je sous-loue les brevets, choses comme ça. Et donc je mets dans cette situation où ce n'est plus moi qui suis maître de mon destin. Le deuxième intérêt de la réindustrialisation, c'est la cohésion sociale et territoriale. Alors vous avez plein de chiffres qui circulent sur combien un emploi direct dans l'industrie génère d'emplois indirects, c'est-à-dire les emplois chez les sous-traitants ou les emplois induits par la consommation et la fiscalité. Ce qu'on sait, c'est que l'industrie, elle est capable d'avoir un effet d'entraînement sur la société, qu'elle est capable de s'implanter dans l'ensemble des territoires. Et donc, elle est capable de créer un dynamisme économique à la condition d'avoir des usines qui jouent le jeu. C'est-à-dire des usines qui vont s'approvisionner à proximité de leur écosystème et qui ne font pas venir la matière des quatre coins du monde, parce que finalement, l'effet va être extrêmement restreint et l'attachement dans cet écosystème restreint. Troisième raison de réindustrialiser, c'est la question environnementale. Et quand on pense environnement et industrie, on se dit c'est totalement antinomique, puisque finalement on se dit l'industrie est responsable d'une partie de la situation environnementale dans laquelle on est. Et pourtant, aujourd'hui on importe 50% de nos émissions, et donc un des moyens d'atteindre nos objectifs environnementaux, c'est de relocaliser une partie des productions. Parce qu'on a un mix énergétique qui est mieux disant que d'où viennent les produits, y compris des produits qui viennent d'Europe, parce qu'on a des normes sociales et environnementales plus strictes, et parce que le fait de produire à proximité des lieux de consommation doit mécaniquement réduire les volumes produits et éviter les phénomènes de surstock, d'invendus, etc. Et c'est peut-être là que le mot relocalisation ou réindustrialisation est trompeur. Il ne s'agit pas de faire la même chose que ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire que quand on repense ces schémas de réindustrialisation, je parle en général de renaissance industrielle, on doit fondamentalement opérer des changements systémiques dans l'industrie. Changements systémiques qui vont toucher la manière de produire, comment on décarbone les usages, comment on va vers de la production unitaire. Et ça pose des questions assez fondamentales en termes d'adaptation de l'outil industriel. C'est travailler sur les produits. Alors il y a la question des usages, comment on fait évoluer chacun, au lieu d'avoir, vous n'avez pas besoin d'une perceuse tous les jours, donc vous allez l'emprunter à votre camarade. Ça peut être aussi réduire les volumes de consommation pour aller vers une consommation mieux disante, mais il y a aussi un vrai travail sur la manière dont on conçoit ces produits. Vous parlez de produits réparables et recyclables, mais c'est aussi des questions sur les matières qu'on utilise. Je prends l'exemple du textile, 75% du textile est dérivé du pétrole. Donc on a une vraie réflexion sur quelles seront les matières qu'on utilisera demain et qu'on doit mettre dans un contexte environnemental qui va forcément évoluer. C'est-à-dire que les matières, si demain je me dis je vais par exemple utiliser du lin ou du chanvre, est-ce que j'ai la garantie que l'endroit où je vais positionner ces productions sera toujours un endroit pertinent au regard de l'évolution climatique que nous allons connaître ? Et ces changements systémiques dans la manière de concevoir les produits, la manière de les produire, dans la manière de distribuer, aujourd'hui sont des questions qui sont très très peu posées dans les démarches de réindustrialisation entamées par le gouvernement, notamment aussi parce qu'elles demandent de repenser fondamentalement le rapport que l'industrie a à la nature. Alors vous allez me dire, c'est un peu cucu à la praline comme phrase. L'Occident est fondamentalement lié à l'essor de l'industrie. Je vous parlais
d'industrie de l'imaginaire, à chaque révolution industrielle, vous pouvez lier une évolution dans le domaine cinématographique, photographique, en tout cas des choses qui lient notre imaginaire. L'essor d'Hollywood, c'est aussi lié à l'essor des technologies d'information et de la communication. Et donc, on a cette imbrication entre industrie et imaginaire, et on a aussi, dans l'essor de l'Occident, tout un travail qui a été fait sur la manière dont on pensait la nature. Vous avez tous entendu parler de Descartes, qui parle de devenir maître et possesseur de la nature. Vous avez eu d'autres philosophes qui ont théorisé ça. Et donc ça a fondamentalement structuré la manière dont on a pensé le développement industriel et le rapport à notre environnement. Et donc quand on parle de réindustrialisation, on doit forcément réinterroger le rapport qu'on a à la nature et donc les développements industriels qui sont induits. Et donc est-il possible d'avoir un équilibre entre développement industriel et préservation de la nature et de l'environnement. Ce qui m'amène à la dernière chose, et je n'aurais pas parlé de protectionnisme, mais c'est pas grave, on aura l'occasion de le faire, c'est que, et ça va rejoindre ce qu'a dit Léo, c'est que fondamentalement, il y a une question qu'on doit se poser dans la réindustrialisation. On ne réindustrialise pas pour réindustrialiser, on ne relocalise pas pour relocaliser. On le fait au service de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un projet de société. Parce qu'en fonction du projet de société que vous allez choisir, des orientations que vous allez prendre, vous n'allez pas concevoir et les mêmes politiques industrielles et les mêmes organisations industrielles à l'échelle territoriale. Je donne un exemple pour illustrer très simplement ça. Je pense que vous avez tous lu le rapport de l'ADEME sur les futurs en transition. J'ai mangé le nom, vous le retrouverez. Bon, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais... Vous l'avez tous lu. Vous l'avez tous. Vous le lirez ce soir, il y a une synthèse en 2 pages, 30 pages ou 500 pages. Selon si votre capacité à vous endormir avec la chaleur. Il y a 4 scénarios. Il y a un scénario qu'on appelle la génération frugale. Donc c'est vraiment, on est sur on ne compte pas sur la technologie, on est sur une réduction drastique des phénomènes de consommation, puis on a le pari réparateur, où là on mise sur la technologie, et puis on n'inverse pas du tout la manière dont on consomme. Et bien derrière ça, vous avez des choix de société. Et l'industrie, si elle veut renouer avec la société, parce qu'elle n'est plus liée, si on veut refaire le couple industrie-société, société-industrie, si on veut travailler sur les imaginaires, repenser cette question avec la nature, et bien fondamentalement, on doit passer par la case du débat dans les instances consacrées, que ce soit le Parlement, que ce soit le Conseil social et économique qui pourrait avoir un rôle peut-être plus utile que celui qu'il a aujourd'hui, et pas inventer une nouvelle haute instance qui ne passe pas par un temps de débat démocratique. Eh bien, vous ne pourrez pas réindustrialiser de manière pérenne, parce que c'est fondamentalement quelque chose qui a permis l'essor de l'Occident, qui a aussi créé des drames sur certains territoires. Et donc pour relier avec notre avenir, on doit se questionner avant de savoir collectivement ce qu'on veut construire. Et ensuite, on pense les politiques publiques qui vont bien. Mais penser une politique publique sans but, eh bien, vous avez peu de chances d'atteindre quelque chose, si ce n'est gâcher beaucoup d'argent public au passage. Merci Anaïs Voix-Gillis, donc géographe à l'Institut français de géopolitique. Et nous, Clémence Guettet, qu'est-ce que dans tout ça, qu'est-ce qu'on propose pour répondre à ces défis, à ces questions qui viennent de nous être posées? Tu préfères le sans film? Bonjour tout le monde. Je commence debout, si j'ai trop chaud, je me rasserai, d'accord ? Alors, pour cette intervention que m'a proposé Mathias Tavel, qui organisait cette conférence, je prends appui sur 2 projets de loi qu'on a eu à combattre pendant cette première année de mandat. Donc le projet de loi sur l'industrie verte, sur lequel on a fait un contre-projet, et le projet de loi sur les énergies renouvelables qu'on a examiné au mois de novembre, si mes souvenirs sont bons. En gros, le cadre, il a déjà été évoqué, notamment par Léo. La question du protectionnisme, de la relocalisation de l'industrie, elle suppose nécessairement de rompre avec le cadre idéologique qui nous est imposé, à savoir le libre-échange. Léo l'a expliqué assez brillamment. Mais le problème, c'est que quand on a à discuter avec les macronistes pour leur faire nos propositions, comme ça nous est arrivé ces derniers mois avec Mathias, ils sont totalement formatés par ce carcan idéologique. Ils n'arrivent pas à concevoir en réalité qu'on puisse faire autrement. Et s'ils arrivent à le concevoir, ils le font avec beaucoup de mauvaise foi, avec beaucoup de caricatures de nos propositions. Et le RN a déjà été évoqué par les 2 précédents intervenants, et je les rejoins. Dès lors qu'on parle d'industrie, de protectionnisme, etc., le point Godwin et LFI
RFI égale RN dans la bouche des macronistes, ça arrive très très vite. Alors qu'en réalité, protectionnisme chez nous, c'est toujours suivi de écologique et solidaire. Et c'est bien ça la différence, c'est que ce qu'on veut, c'est imposer au passage des conditions de travail qui soient tenables pour les gens, pour les salariés, et respecter les limites de la planète, respecter la règle verte qui est un autre de nos principes. Donc c'est totalement différent du protectionnisme. Je suis même pas sûre qu'ils parlent beaucoup de protectionnisme. Ils ont peut-être d'autres mots au Rassemblement national où c'est uniquement un repli sur les frontières nationales. Il n'y a pas réellement de projet derrière et il n'y a certainement pas de vision écologique derrière. Eux, les macronistes, ont toujours les mêmes mots à la bouche, la compétitivité, le libre marché, les investissements étrangers, on nous en a énormément parlé, comme si c'était le seul but de la compétition et comme si on perdait de vue en fait que l'industrie, derrière, c'est des emplois, des salariés. Et je vais essayer de vous en parler un petit peu, puisque tout le monde voit les conséquences de la délocalisation, de la perte d'emplois industriels sur lesquels Anaïs a donné des chiffres. Je vous en donne quelques autres complémentaires. Le premier, c'est le chômage. Alors 7,2% de chômage. Les macronistes se rient à tout bout de champ que c'est le taux le plus bas depuis je ne sais plus quelle année. Par contre, ce qu'on appelle le halo du chômage a énormément augmenté. C'est-à-dire des gens qui ne sont même plus à Pôle emploi parce qu'en fait, ils sont découragés de trouver un boulot qui corresponde à leur qualification. Ça a énormément augmenté. Aujourd'hui, c'est 1,9 million. Chez les jeunes, la situation du chômage, elle est absolument catastrophique. 12,5% au chômage, 1,5 million donc de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, qui en gros sont découragés et ne savent pas vraiment dans quelle direction aller, alors que vous vous en souvenez, j'imagine, dans le programme et notamment dans ce qu'on a défendu pour l'élection présidentielle, on a vu les besoins en emploi qu'on allait voir, y compris des besoins en emploi qui ont du sens, c'est-à-dire qui sont utiles pour demain. C'est bien ça qu'on cherche. Je vous donne un exemple. D'une campagne que j'ai menée il y a quelque temps déjà. J'avais visité un lycée professionnel qui venait d'ouvrir, un lycée en Charente-Maritime, qui venait d'ouvrir un cursus protection du littoral, avec un métier qui va être extrêmement utile demain si on en croit les projections du GIEC. Et il y avait 19 places, il y avait 700 jeunes qui avaient postulé pour cet emploi-là. Donc il y a de l'envie, il y a de l'appétence derrière ça pour faire quelque chose qui a du sens. Donc ça, c'est pour les chiffres du chômage. Ensuite, les délocalisations, la part de l'emploi industriel, si vous devez en retenir un, la part de l'emploi industriel a été divisée par 2 depuis 1973. Donc c'est absolument énorme en termes de perte d'emploi. Et je vais y revenir peut-être un petit peu après. Qui dit perte d'emploi ? Nous, on le sait, peut-être d'ailleurs certains d'entre vous ont été concernés. Perte d'emploi, ça veut dire dans certains lieux des écoles qui ferment, les gens qui déménagent, des difficultés, des divorces, etc. etc. Je veux dire, ce sont des vies qui sont brisées derrière ça quand on parle de ces chiffres qui peuvent paraître un petit peu abrupts comme ça. Même les macronistes, en réalité, sont conscients qu'il y a du chômage, qu'il y a eu beaucoup de délocalisation, etc. Mais les solutions qu'ils mettent sur la table sont toujours les mêmes, ils ne sortent pas de ce carcan idéologique, et elles sont extrêmement coûteuses. C'est ce sur quoi Anaïs a terminé son intervention. Les aides aux entreprises dans notre pays, c'est une gabegie absolument énorme, c'est 30% du budget de l'État en 2019, 157 milliards, c'était 10 milliards en 79, quand il y avait beaucoup plus d'emplois industriels. Ce sont des aides publiques qui sont de toutes sortes. En réalité, il y en a 2000 sortes différentes des aides publiques aux entreprises. Parfois, c'est des exonérations, parfois, c'est des niches fiscales, parfois, ce sont des aides directes. Donc, en plus, il y a une sorte de... Peut-être que les économistes sont d'ailleurs beaucoup plus qualifiés que moi pour le dire, mais il y a quelque chose de peu lisible pour les citoyens sur ces aides publiques aux entreprises et sur la façon dont elles sont allouées. Il y a même des débats assez importants en ce moment sur quelles sont les dépenses brunes, c'est-à-dire quand est-ce qu'on subventionne véritablement l'industrie polluante ou pas, parce que c'est tellement pas clair avec tout cet apanage d'aides. Donc ça, c'est leur solution principale. Avec des dépenses défavorables à l'environnement qui, d'ailleurs je crois que c'est la Cour des comptes qui l'avait dit, qui continuent de bondir. Dans le même temps où ils parlent de croissance verte, d'industrie verte, vous savez, ils collent vert à la fin de chaque mot et comme ça devient absolument magique. En réalité, les dépenses défavorables à l'environnement, la Cour des comptes nous a dit qu'elles ont doublé entre 2022 et 2023, c'est passé de 10 à 19 milliards. Donc rien que ce qui a été quantifié un peu précisément comme ça, même si c'est
plus large en réalité, on voit bien que ça augmente très largement, avec des conséquences que maintenant on connaît très bien. La hausse des profits des entreprises. Je vous renvoie aux travaux magnifiques qui ont été menés par le département d'économie de l'Institut La Boétie, qui décortique aussi l'augmentation des marges, notamment de l'agroalimentaire, qui décortique la hausse des profits dans ce phénomène d'augmentation des prix, et des conséquences démocratiques et écologiques d'abaissement des normes et d'abaissement des conditions de travail des gens et des conditions d'habitabilité de la planète. Je vais développer rapidement 5 axes. J'ai peur d'être trop longue, mais Seb me fera un signe et puis on pourra en rediscuter après de toute façon. 5 axes qui sont le socle de la réflexion insoumise, on va dire, sur la question industrielle et de protectionnisme. Le premier, c'est la protection, le fait de protéger, et notamment protéger les salariés, et ça renvoie à ce que disait Léo à l'instant dans son propos. La relocalisation, alors je ne sais pas si nous on le dit en un ou deux mots, mais en tout cas c'est une relocalisation qui est planifiée, c'est-à-dire qu'un de nos objectifs c'est d'avoir de la visibilité sur comment on va s'y prendre dans tout ça et de pouvoir en discuter, planifier cette relocalisation pour la bifurcation écologique, qui est l'objectif principal qui doit dicter cette création d'emplois. Ensuite, la formation, et ça j'aimerais vous dire un mot parce que c'est un enjeu qui est extrêmement important et qui est toujours balayé d'un revers de la main, comme si on pouvait faire de l'industrie sans les gens, en réalité. Enfin, je veux dire, sans les travailleurs, travailleuses, celles et ceux qui doivent être qualifiés, formés de longue date pour ça, pour ces métiers qui vont demander des qualifications extrêmement importantes. Et puis ensuite, il y a le volet financier et des règles européennes. Je ne sais pas si tu en parleras un peu, Mathias, je pense. Donc voilà, ça c'est les cinq piliers que nous, on a défendus dans ce contre-projet Industrie verte et qui me paraissent absolument essentiels. Le premier, donc je vous le disais, c'est la protection des producteurs français face au dumping social et environnemental. En gros, sortir les industries dont on a besoin de la logique court-termiste, la logique du marché. Pour ça, on a une série de propositions. Je vais vous renvoyer aux documents qu'on a produits, mais des propositions plus ou moins précises et concrètes. Mais le fait de, par exemple... Alors là, il n'y aura plus de propositions. Le fait de rendre effectives, merci Mathias, les peines d'intérêt général pour les entreprises, c'est pas là non plus, c'est là. Pour les entreprises qui délocalisent ou qui ferment des activités, c'est-à-dire qu'encore une fois, si jamais il y a des investissements étrangers, ce qu'on nous vante à longueur de temps, mais qu'ensuite c'est le même schéma qui se répète généralement, les investisseurs étrangers s'installent, investissent, prennent de l'argent public, repartent quelques années après, et les salariés attendent une nouvelle solution, etc. Donc nous, on pense qu'il faut sanctionner à un moment donné pour mettre un stop à cette logique. Seconde proposition, le moratoire pour interdire le rachat par des puissances étrangères des PME innovantes dans le secteur de la production ou du recyclage des panneaux photovoltaïques ou éoliens, ou des matériaux pour faire les éoliennes. Ça, je voulais vous en parler parce que, comme je vous le disais, on a bataillé sur un projet de loi sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le photovoltaïque est produit en Chine, l'éolien est produit en Allemagne. Nous ne sommes pas capables de le faire en France. Les macronistes nous ont dit... On est hyper écolo, regardez, on fait un projet de loi industrie verte. Ah, c'est terrible, 2 minutes. On fait un projet de loi industrie verte, donc vraiment, nous, on n'est pas que pour le nucléaire, c'est le en même temps, etc., etc. Nous, on défendait le 100% ENR, mais on leur a dit que de toute façon, même avec le scénario qu'ils suivent pour la bifurcation énergétique, il va falloir qu'on puisse produire ici davantage. Parce que sinon, vous avez en gros l'empreinte carbone d'un panneau photovoltaïque produit en Chine, ça devient plus du tout écolo, in fine, de faire de l'ENR. Et aujourd'hui, on n'a plus qu'une petite entreprise qui s'appelle la société Vernier, qui fait du photovoltaïque, et une entreprise iséroise qui s'appelle Photowatt, qui fait... le premier faisait de l'éolien, pardon, et Photowatt fait du photovoltaïque. Je vous donne un autre exemple et une autre mesure proposition. C'est l'instauration de droits de douane avec des critères écologiques et sociaux. Je veux vous dire que c'est possible, qu'à chaque fois on nous répond dans les débats que ce serait illusoire, que ce serait absolument impossible de faire ça. Premier exemple, ça existe déjà dans les Outre-mer, avec un dispositif qui n'est pas idéal, mais qui est un dispositif protectionniste, qui fonctionne, qui porte ses fruits, même si on connaît la problématique de la vie chère, qui n'est absolument pas résolue entièrement par cela, mais en tout cas, disons que c'est pas illégal, si jamais c'est l'argument qu'on vous oppose, c'est possible. Deuxième exemple,
qui n'est pas si lointain que ça, le textile, qui a déjà été évoqué par les intervenants précédents. Il existait jusqu'en 2005 des accords qui s'appelaient les accords multifibres, qui étaient en quelque sorte des accords protectionnistes qui protégeaient l'industrie textile, qui existaient d'ailleurs à travers le monde pour plein d'industries de différents pays qui voulaient protéger leur industrie textile. On y a mis fin, et résultat, je vous donne un exemple que j'ai donné dans le débat sur l'industrie verte. Résultat des courses, l'année prochaine, ce sont les Jeux Olympiques qui nous posent tout un tas de problèmes démocratiques, écologiques et sociaux. Et un de plus qui est un problème industriel en réalité, ce sont les mascottes des Jeux Olympiques. Ils ont inventé des petits doudous rouges qui ont été un peu moqués, mais qui sont produits en Chine. On importe de Chine des millions de ces doudous pour faire les mascottes des Jeux Olympiques français. C'est un exemple anecdotique, mais c'est parce qu'on ne sait plus le faire ici. Il n'y a plus qu'une entreprise bretonne qui était capable de faire des doudous, qui a du coup récupéré 30% de la commande publique. Mais une fois de plus, Mathias a parlé du Covid, une fois de plus, on a besoin de quelque chose et tout d'un coup, on se rend compte que l'industrie française n'est plus en capacité de le faire. Et c'est un véritable problème parce que, comme je vous le disais juste avant, il existait des accords qui nous protégeaient de ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est réinstaurer ce type d'accord qui pourrait protéger l'industrie sur différents sujets. Pour ne pas être trop longue, je ne vais pas tout vous dire, mais peut-être qu'on en reparlera après. Le deuxième pilier sur 5, c'est la planification de la relocalisation de secteurs de première nécessité et d'industrie stratégique. On a sorti pendant la présidentielle 3 plans sur l'industrie, que je vous invite à aller voir, ils sont évidemment toujours en ligne. Le premier, c'était sur la méthode, la règle verte, c'est-à-dire se fixer un objectif en réalité pour notre industrie. Le deuxième, c'est la relocalisation, qu'est-ce qu'on va produire, comment on va le faire. Et le troisième, c'est sur les qualifications et les savoirs qui sont nécessaires à la bifurcation écologique. Pour faire tout ça, on a réfléchi, on s'est demandé comment on allait faire. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il faut faire des plans de relocalisation qui associent très largement des acteurs sur un territoire, des assos, des salariés évidemment, des syndicats, des grandes entreprises, et faire discuter tous ces gens ensemble pour se demander qu'est-ce qu'on a besoin de produire, où est-ce qu'on va le faire et avec qui. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les salariés qui sont en capacité de le faire au bout du compte. Je suis emmêlée dans mes feuilles évidemment. Et donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Voilà, je vais vous donner plusieurs exemples, comme ça je vais terminer là-dessus. De filières qui sont absolument indispensables pour l'avenir. Le premier exemple, c'est celui des fonderies. Peut-être vous venez de régions où il y avait des fonderies, c'est mon cas, il y avait les fonderies du Poitou, je sais qu'il y a les fonderies Sam, etc. Il y en avait plusieurs qui ont fini par fermer pour la plupart des sites aujourd'hui, qui permettaient de faire de l'alu, de la fonte, différents types de choses. Et quand je suis allée voir les salariés des fonderies du Poitou, ils m'ont expliqué que, en gros, les ordres et la production avaient été entièrement orientés sur des carters de voitures thermiques. Un jour, le gouvernement a dit « ça pollue, les voitures thermiques, maintenant il faut faire des voitures électriques, on n'a plus besoin de vous, etc. » Et ils ont expliqué, en faisant notamment un plan de reconversion de leur site, eux-mêmes, les salariés entre eux, en s'auto-organisant, en expliquant que les savoir-faire qu'ils ont, les qualifications qu'ils ont, les machines qu'ils ont à disposition et dont ils savent se servir, qui d'ailleurs ont coûté des millions et des millions, parce que c'est des très grosses machines très importantes, ça pouvait aussi servir pas seulement à faire des carters de voitures thermiques, mais à faire des pièces qui se situent sous les trains. Et ils ont dit, mais à un moment donné, vous allez décider de relancer le train, puisque c'est plus écolo, etc. Donc nous, on sait faire. Si jamais on perd maintenant ce savoir-faire et ces machines, ce sera trop tard. Et donc ça m'amène à une autre idée, qui est le fait d'associer davantage les salariés qui connaissent leur outil de production industrielle, qui savent les qualifications et ce qu'ils pourraient faire pour une activité future qui peut être en effet différente parce qu'il y a besoin de donner une nouvelle impulsion à l'industrie et de faire d'autres choses une fois qu'on aura décidé quoi et qui soit en accord avec nos objectifs de bifurcation écologique. Il faut les associer, ces salariés. Je vous donne... Est-ce que je donne d'autres... Non, je laisse la parole peut-être ? Je donnerai d'autres exemples dans la discussion de toute façon alors. J'avais encore plein de trucs à vous dire, mais on en rediscute après. En tout cas, l'idée principale, et peut-être ce sur quoi j'aimerais discuter après, c'est ne pas oublier les gens. En gros, les macronistes nous parlent
de machines, de robotique, de numérique, de sites industriels, de fonciers, etc., etc. Il ne parle jamais de celles et ceux qui vont être dans ces filières industrielles et de est-ce que les gens savent le faire. Et pour ouvrir la discussion peut-être, ça nous amène à des questions de formation et éducative en réalité, qui est leur lubie d'envoyer tous les jeunes en ce moment en apprentissage. L'apprentissage, pour n'en dire qu'un mot, et après je m'arrête là, l'apprentissage, c'est très souvent des centres de formation qui sont associés à une entreprise ou à un type d'industrie pour ce qui nous concerne aujourd'hui comme sujet, avec des gens qui apprennent des choses qui sont difficilement reconvertibles. Ils apprennent à travailler sur l'outil de cette industrie-là, de cette boîte-là, avec cette marque-là, etc. Et moins de savoirs généraux. Et c'est très différent aussi d'un bac professionnel où vous avez beaucoup plus d'enseignements généraux pendant plus longtemps. Et donc, ils sont mis à disposition des entreprises pour très peu cher, ils sont sous-payés, c'est absolument scandaleux. 2, ils décrochent énormément, parce que c'est un enseignement qui est plus difficile à suivre, à se sentir happé, capté, comprendre qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et 3, ils ont des savoir-faire qui, vraisemblablement, les remettront à d'autres périodes de leur vie dans des situations incertaines en termes d'emploi. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci Clémence. Effectivement, c'est assez difficile de résister au vent, mais peut-être est-ce le vent nouveau du changement qui commence à souffler sur la Macronie. En tout cas, comptez sur nous pour y travailler. Dans tout ce qui a été dit avant par nos intervenants, il y a quelques idées fortes, je crois qu'il faut retenir, qui sont en quelque sorte ce que j'appellerais 3 verrous qu'il faut faire sauter si on veut pouvoir avoir une industrie, mais qui plus est une industrie écologiquement responsable et socialement utile. Le premier de ces verrous, ça a été dit, c'est ce qu'on appelle le marché. C'est en gros la question du prix. Si le seul critère dans les appels d'offres, par exemple, c'est le prix, alors ce sera toujours le moins-disant social, le moins-disant écologique qui remportera le marché public, ou lorsqu'il s'agit d'une consommation personnelle, si vous voulez mettre en concurrence directe des productions faites par des salariés bien traités et avec des matières recyclables et le respect par exemple de la biodiversité ou de la ressource en eau avec des produits faits par des quasi-esclaves dans des conditions d'exploitation y compris de la nature inacceptables, la concurrence ne peut pas donner un autre résultat qu'un désastre. Donc le premier point à dire, c'est que il faut répondre à cette question du prix, évidemment par les barrières douanières pour empêcher ce dumping, par la hausse des salaires, parce qu'il faut que les gens puissent acheter les produits de qualité fabriqués localement dont on parle, et aussi dans les marchés publics que la question soit posée. Je prends un exemple. À Saint-Nazaire, on a inauguré le premier parc éolien en mer français. Pour ma part, j'estime que c'est une grande réussite et que c'est quelque chose dont on doit être fier parce qu'on a besoin de cette technologie pour la transition énergétique qui est devant nous. Sur le parc éolien de Saint-Nazaire, quand vous voyez une éolienne, la turbine, là où les pales sont accrochées, elle tourne un peu pour capter le vent au maximum. Pour qu'elle tourne, il y a un roulement à billes. Ce roulement à billes sur le parc de Saint-Nazaire, il est fabriqué par une entreprise qui est en Vendée. Vient le projet suivant, un parc éolien au large de l'île de Noirmoutier. Île de Noirmoutier qui appartient au département de la Vendée. Et donc vous vous dites, puisque ça a donné satisfaction à Saint-Nazaire et que c'est des Vendéens, on va les prendre. Eh ben non. Pourquoi ? Parce que c'est trop cher et que les Chinois font moins cher. Tout ça se fait à la suite d'un appel d'offres avec un tarif de rachat garanti par la puissance publique. Et de la même façon, dans le dernier appel d'offres d'éolien en mer qui a été attribué, le critère du prix, c'est 70% du critère de sélection. Et les 30% restants, c'est les questions sociales, la préservation de l'écosystème, etc. Pourquoi 70% ? Je viens juste après, c'est parce que c'est des règles européennes. Mais si on reste dans cette logique-là, alors on ne fera rien de tout ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il faut avoir la clarté de le dire, on ne fera pas de production écologique, sociale et en France au prix des productions chinoises d'aujourd'hui. Et il ne s'agit pas, ce n'est pas un discours anti-chinois, c'est de la même chose pour les productions qui viennent d'autres pays qui ne respectent pas les standards sociaux et écologiques français.
que pour notre part, nous trouvons par ailleurs déjà insuffisants. Mais la première question, c'est donc rompre avec le marché et permettre aux consommateurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient étatiques, publics, de payer le juste prix de ce qui est produit. Pour ça, deuxième règle et deuxième verrou à faire sauter, c'est les règles européennes. Je vous donne qu'un seul exemple pour ne pas être trop long, mais j'ai pour habitude depuis 2005 de lire les traités européens. Je sais pas, ça, c'est une malformation de jeunesse. Mais bon, on vit bien avec, hein, rassurez-vous. Article 206 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Par l'établissement d'une union douanière, l'Union européenne, contribue, dans l'intérêt commun, ça mange pas de pain, au développement harmonieux, ça non plus, du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, les gigafactories de Macron, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres. Donc les barrières non douanières, c'est-à-dire les règles sociales, quelle est la capacité, enfin, quel est le niveau de pollution émis par tel ou tel. Ça, c'est les règles européennes, les traités européens. Donc là où Anaïs a raison quand elle dit on ne parle pas de la Commission européenne, on pourrait en dire beaucoup de mal, il le faudrait. Mais c'est que demain, vous mettez une autre commission avec les mêmes traités, elle fera la même chose. Il faut s'attaquer à la racine du problème. Et c'est tout le sens de ce qu'on a porté dans la campagne présidentielle et de ce qui a été acté par le programme de la NUPES l'année dernière. N'en déplaise à ceux qui aujourd'hui semblent ignorer qu'il y avait dans ce programme un volet sur l'Europe. Il y en avait un. Et il y avait notamment écrit quelque chose que personne n'a à l'époque jugé nécessaire d'amender par une petite ligne qui dit « on verra plus tard ». Qu'était-il donc écrit dans ce programme de la NUPES ? Instaurer des protections sociales et écologiques. Refuser tout nouvel accord de libre-échange. Instaurer de nouvelles coopérations fondées sur des clauses sociales, environnementales et sanitaires contraignantes et contrôlables. Mettre en place une fiscalité sociale et écologique aux frontières. Intégrer dans les marchés publics européens des critères de production locale pour protéger notre économie et favoriser de nouveaux standards sociaux et environnementaux. Signé NUPES, Programme Europe. Oui, ça existe. Monsieur Christophe Clergeau, député européen socialiste. Oui, ça existe, Madame Marie Toussaint, tête de liste Europe Écologie Les Verts. Voilà ce que vous avez signé il y a un an. Est-ce que vous y croyez encore ou est-ce que vous l'avez signé sans y croire? Nous, on croyait que le PS avait changé. Autre règle européenne qu'il faudra faire sauter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les questions d'austérité budgétaire. On ne fera pas une politique de relocalisation sans investir massivement et donc sans dépenser de l'argent public. Et donc pour cela, par de l'endettement, même s'il faudra aussi aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire sur le capital. Et c'est le troisième verrou qu'il faudra faire sauter. C'est le verrou du capital. Je le dis de façon un peu abrupte. Je ne voudrais pas mettre nos invités mal à l'aise. J'assumerai donc seul ces propos avec Clémence. Mais oui, le verrou du capital, le verrou des actionnaires. Si on veut faire du protectionnisme, ça a été très bien dit. C'est pas pour faire le même capitalisme repeint en bleu, blanc, rouge. Dans le capitalisme bleu, blanc, rouge, le problème, c'est pas la couleur. Et dans le macronisme vert dont parlait Clémence, le problème, c'est pas la couleur non plus. La question, c'est qui sont les décideurs et les bénéficiaires de la politique économique. Et dans le cadre de l'examen du projet de loi Industrie verte, c'est ça que nous avons porté aussi. Il y avait plein d'absents dans ce texte, mais il y en avait un absent parmi tous les autres qui vraiment était insupportable. C'était les salariés. Un texte entier sur l'industrie, pas un mot, pas une ligne sur les salariés, ne serait-ce que sur leur droit à être informés de leur avenir. Et donc on a porté un certain nombre de propositions. Je l'ai dit rapidement pour ne pas être moi-même le mauvais élève du temps de parole. On a proposé qu'il y ait dans toutes les entreprises de plus de 500 salariés, c'était déjà assez large et c'était soufflé par la CFDT, ce qui aurait normalement dû permettre un rassemblement modéré et républicain, qu'il y ait une négociation obligatoire tous les 3 ou 4 ans sur le bilan carbone de l'entreprise et sa stratégie de décarbonation. Une négociation entre donc le patronat et les organisations représentatives des salariés. Refusé. Il ne faut pas ajouter de contraintes aux entreprises si on veut relocaliser, ça va à l'inverse de tout ce qu'on fait avec ce projet de loi, nous a répondu le ministre. On a proposé de recréer les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail,
dont le ministre Béchu a découvert qu'il n'existait plus, mais en leur donnant une compétence supplémentaire, en leur disant que ces comités doivent aussi prendre en charge la protection de l'environnement et l'impact de la production, pas seulement sur les salariés, mais aussi sur l'environnement, la biodiversité, la qualité de l'eau, etc., etc. Qui était une manière de pas seulement rétablir ce qui existait avant, mais de dire il y a un nouvel enjeu, il faut le prendre en charge. Évidemment, refusé. On a proposé, quand on a un certain nombre d'industries dont on sait bien que si on sort des énergies fossiles, par exemple, bien en 2050, nous n'aurons pas besoin d'elles. Ce n'est pas une manière de mettre en cause les salariés qui travaillent là. C'est juste que si on veut sortir du pétrole, on aura moins besoin de raffineries, c'est une évidence, et peut-être même plus besoin du tout, même s'il y a encore, au-delà de la dimension carburant, d'autres dimensions qu'on n'est pas prêt, à mon avis, de pouvoir remplacer comme ça. Et donc on a dit, quand on a des sites comme ça, qui emploient des centaines de salariés, dont on sait qu'à un horizon de 10, 15, 20, peut-être 30 ans, il va falloir se passer, qu'on mette en place un contrat de transition de l'ensemble de l'appareil de production et de l'ensemble des salariés qui sont là, en garantissant la rémunération, le contrat de travail, en faisant les éléments de bilan des qualifications professionnelles et de comment elles peuvent être utiles, en se donnant ces contrats site par site sur un long terme. Ça peut être 10 ans, 20 ans. Mais pour dire aux gens, la transition, elle ne se fera pas contre vous, mais avec vous. On était prêt à discuter, juste à poser le principe et à voir après comment ça peut se travailler. Refusé. Voilà 3 exemples qui pour nous sont indispensables. Si on veut faire la réindustrialisation du pays, la relocalisation de l'industrie, ça n'est pas effectivement pour refaire ce qui se faisait avant. C'est pour avoir une industrie qui soit au service de la réponse aux besoins des gens et à la préservation de l'écosystème. C'est bien tout ça qui fait la cohérence de tout ce qu'on porte, de tout ce qu'on a porté cette année au Parlement et de tout ce qu'on continuera à porter, notamment dans la perspective des élections européennes qui viennent. Voilà. Je m'arrête là, je vous remercie. Et puis, comme on s'y était engagé, je vous laisse la parole en vous invitant autant que possible à être bref pour qu'on puisse prendre plusieurs questions et que nos invités puissent répondre. Anaïs Ouajilis aura la priorité parce qu'il est possible qu'elle doive nous quitter un tout petit peu plus tôt pour une question de train. Voilà, merci et la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. J'ai une question du coup pour Anaïs directement sur la faisabilité par la planification de la transformation et de la mobilisation des entreprises industrielles. Du coup, à quel point la planification permettra de transformer rapidement et à quel point les entreprises seront prêtes à consentir d'être dirigées par l'État dans une direction particulière. Voilà, ça sera tout. Merci. Moi j'ai une remarque, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt c'est un aspect de votre programme qui m'inquiète beaucoup, même si je comprends sur un plan pragmatique pourquoi c'est un enjeu essentiel de relocaliser l'industrie. Mais dans l'état actuel des fonctionnements et des connaissances, relocaliser l'industrie, c'est la destruction des territoires. Alors pour l'instant, les territoires sont détruits ailleurs, voilà, pas sous nos yeux, puisque c'est délocalisé. Et donc, bien entendu, je comprends l'enjeu de le relocaliser pour avoir nos problèmes sous nos yeux. Mais voilà, est-ce qu'on assume vraiment, et même sur un plan démocratique, ça va être violent, de relocaliser ces industries. Moi, j'habite dans un territoire rural entre la Corrèze et le Lot. Et personnellement, j'ai pas envie que ce soit sous mes yeux. Et par exemple, on a des grands gisements de lithium en Finistère Sud et dans l'Allier. Et donc, voilà, est-ce qu'on est OK avec le fait de détruire ces territoires-là ? Voilà. Donc, est-ce qu'on assume ça ? Parce que c'est bien d'en parler en théorie et bien entendu, c'est essentiel cette relocalisation, mais ça va être violent écologiquement, socialement, démocratiquement. Oui, allô ? Oui. Je voulais apporter une petite précision par rapport aux produits chinois au niveau de l'acier. Il faut
il ne faut pas oublier que les Chinois utilisent l'acier de recyclage qui est de très moyenne qualité. Je connais personnellement une entreprise qui fabrique des goujons pour les grues, qui n'arrête pas de lâcher. Donc il y a beaucoup d'accidents au niveau de l'acier chinois, qui est récupéré par des compresseurs de voitures, des restes. Ce rapport qualité-prix me paraît très, très, très important pour l'industrie française. Et je connais personnellement ces ateliers qui en fabriquent en petite série. Donc c'est un excellent rapport qualité-prix. Voilà. C'est une petite précision concrète. On parle de ci et de ça. Faut choisir le moins cher dans les appels d'offres. Mais finalement, le prix, la qualité a son prix. En gros, c'est ça. Merci. C'est parce que derrière, ils n'entendront pas. Bonjour, j'ai une question pour Léo Charles. Vous disiez tout à l'heure, le protectionnisme, c'est pas une fin en soi, c'est un outil pour faire notre politique industrielle. Et comment on fait notre politique? On part d'une définition collective des besoins. Et moi, ma question, c'est comment on fait pour définir collectivement nos besoins? Concrètement, on fait ça à quel niveau de granularité? Est-ce qu'on fait un référendum en Auvergne-Rhône-Alpes sur la quantité de stylo billes qu'il faut pour la rentrée? Comment on s'y prend, quoi, si c'est pas par le marché pour définir qu'est-ce qu'il faut produire? Donc juste une petite question relative à la formation professionnelle continue. Tu parlais, Clémence, de dire qu'il fallait faire des formations qui étaient diplômantes et quelque chose qui donne une autonomie aux salariés par la suite. On est d'accord là-dessus. Actuellement, la formation professionnelle continue est aux mains des régions. Les régions ne sont pas de notre côté. On va dire ça comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement les amener à suivre ce que nous, on souhaite, c'est-à-dire faire non pas des formations coup par coup d'adaptation au poste, mais des formations globales diplômantes. Là devant, le monsieur là. Oui, bonjour, moi j'avais une question à poser simplement, un peu à tous. Hein. On parle de protectionnisme. Est-ce que vous avez défini quelque part dans les trucs des catégories d'industrie à relocaliser en priorité? Et puis la petite réflexion que je veux apporter au débat, c'est que tout ce que vous avez dit, c'est quand même la base de la paix sociale qui nous préoccupe dans notre pays. Dernière, j'ai vu une main au fond. Le monsieur dans l'allée, oui. Mais oui, mais je vois plus de femmes. On a fait. Ah ben, elle est cachée par la caméra. Et c'est une question qui va particulièrement embêter Mathias. Je voulais, vous avez tous individuellement évoqué l'Union européenne, qui est quand même un sujet assez structurant sur la question de l'industrie et du marché. Mathias, la solution que tu proposes, c'est de faire évoluer les traités. Ok, en attendant, parce que c'est une évolution qui ne va pas se faire en 3 jours, et notamment dans la perspective des prochaines élections à venir, comment est-ce que vous voyez les choses sur ce sujet-là? Et notamment, la Commission européenne a proposé plusieurs textes qui sont plutôt dans une perspective, dans le cadre actuel, mais de relocalisation, avec notamment le texte qui s'appelle Net Zero Industry Act, où j'ai en tête aussi un texte sur les matières premières critiques. Voilà, donc je veux bien votre avis sur le sujet et notre position au global sur ces sujets-là. Merci, désolé pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. N'hésitez pas, on pourra continuer la discussion juste après. Pour commencer, peut-être Anaïs, comme ça, si le temps nous presse, tu pourras filer pour ne pas rater ton train. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être plus courte, mais chaque question nécessiterait de long développement, donc je vais faire des choix. Alors la question sur la planification, je pense que les entreprises n'auront pas le choix
de planifier. Aujourd'hui, par exemple, on voit sur la décarbonation des procédés de production, beaucoup d'entreprises vont faire le choix de biomasse, d'avoir recours à des chaudières bois, etc. Sans effort de planification, au moins à l'échelle d'un territoire, on va avoir des tensions très fortes sur ces approvisionnements en matières premières, puisque si tout le monde se mettait à avoir une chaudière biomasse, on aurait forcément à un moment, une tension sur les prix, une tension sur les approvisionnements. Et de manière générale, sur l'approvisionnement en matières premières, elles ne vont pas pouvoir faire l'économie d'une réflexion sur le temps long. Qu'est-ce que ça veut dire? Et elles ne peuvent que le faire de manière concertée avec l'État, qui aura un rôle de chef d'orchestre dans cette allocation des ressources, puisqu'on va forcément, dans un certain nombre de cas, et la biomasse c'est déjà le cas, une question d'allocation des ressources à l'échelle des territoires. La deuxième chose sur la question de l'acceptabilité, alors c'est une vraie question. Je pense qu'on ne peut pas faire l'effort, l'impasse de relocaliser, même si ça va poser des questions. Et j'ai une réponse qui est assez simple, c'est si on ne veut pas faire sur notre territoire parce qu'on considère que ça pollue trop, eh bien dans ce cas, arrêtons d'importer et passons-nous de ce produit. Pour des questions humanistes, on ne peut pas tolérer de confier notre responsabilité à d'autres et de ne pas en accepter les conséquences. Et c'est pour ça qu'on dit que réindustrialiser se passe forcément dans un cadre de débat sur ce que nous voulons construire, puisqu'il y a des choix et des visions de société qui se heurtent avec brutalité. L'autre chose que je veux dire là-dessus, pour paraître moins brutal, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de mythes qui entourent ce qu'est l'industrie. L'industrie, on se la représente comme l'industrie chimique ou celle des hauts fourneaux. Je suis à peu près convaincue que vous habitez tous à proximité d'un site industriel et que vous n'en avez pas connaissance. On traverse tous les jours des zones industrielles dans lesquelles il y a des activités industrielles avec peu de conséquences environnementales sans les connaître. Parce qu'on connaît les grands noms, on connaît les Michelin, on connaît les Dassault, on connaît les Thales, mais on ne connaît pas les sous-traitants de ces entreprises, sauf s'ils sont des grands sous-traitants comme Valeo. Et on ne connaît pas la diversité de l'industrie. Il y a de la mécanique de précision qui se fait dans énormément de villes, voire villages. Il y a des industriels, j'étais très longtemps à Belfort, un industriel qui fait tout ce qui est compacteur pour les bennes dans les déchetteries. Vous en avez d'autres qui vont faire, alors peut-être une industrie dont on peut débattre, mais qui vont faire tout ce qui va être échantillonnage pour certains produits. Et vous avez cette diversité de production industrielle avec des impacts environnementaux qui sont largement différents et qui sont très peu connus. Et un des enjeux dans la réindustrialisation, c'est d'ouvrir l'industrie, de montrer ce qu'elle est, de montrer cette diversité, parce que c'est aussi un moyen de valoriser les gens qui y travaillent. Parce que la représentation des salariés de l'industrie, vous l'avez un peu avec les syndicats, mais la réalité, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas visibles dans l'espace public. Et comme dans tous les métiers pénibles d'ailleurs, vous avez une invisibilisation de ces gens. Et donc pour transformer les choses, eh bien, il faut aussi leur redonner un accès à l'espace public, un accès à l'espace médiatique direct et pas seulement par des représentants. Et les deux dernières choses, la dernière chose sur la question des traités, bien entendu, mais je pense que Clémence et Mathias répondront mieux, mais il faut se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alignement d'intérêts au sein de l'Union européenne. La première chose, c'est que la France, je pense, veut être plus parfaite que les autres. On s'impose de respecter absolument à la lettre les traités, et je crois que certains pays, et notamment l'Allemagne, s'encombrent peut-être un peu moins d'un certain nombre de choses et sont capables de considérer autrement, en tout cas d'avoir une autre lecture de tout ce qui va concerner les marchés publics. Par ailleurs, l'Europe se met des surcontraintes par rapport aux accords de l'OMC. C'est-à-dire l'absence de préférence nationale, etc. C'est vraiment un truc purement européen qu'on s'est mis pour développer le cadre européen. Et la chose, c'est qu'il n'y a pas d'alignement et que l'enjeu qu'on a, c'est au-delà d'avoir une appréciation différente des traités, puisqu'on est toujours dans une lecture et une interprétation juridique, c'est aussi de se dire qu'on doit aller chercher des alignements avec des États qui ont aujourd'hui peut-être plus d'intérêt de convergence que nous. Je pense qu'on peut plus s'aligner avec l'Italie, l'Espagne qu'on ne peut le faire avec l'Allemagne. Tout simplement parce que l'Allemagne a délégué un certain nombre de champs clés de sa souveraineté à des pays tiers, l'énergie à la Russie, la défense aux États-Unis et à l'OTAN, et quand dans ce cadre-là, on n'arrivera jamais à trouver un accord sur les traités, sauf à minima, et au détriment de notre industrie. Merci. Léo, Charles. Je
aussi essayer de faire rapide pour peut-être prendre une deuxième tour ou pour vous laisser la parole dans tous les cas. Je vais rebondir, mais je souscris à tout ce qu'a dit Anaïs là, sur la destruction des territoires. C'est vrai que c'est une question qui se pose, mais l'industrialisation est aussi une opportunité. Alors, la première chose, c'est que moi, je ne considère pas qu'il faut réindustrialiser tous les territoires. On a aussi besoin de relocaliser notre agriculture, par exemple. Aujourd'hui, 40% des produits consommés en France, des produits agricoles, sont importés. Donc, il y a aussi, on peut avoir des territoires qui deviennent agricoles, etc. Et historiquement, je vous trouve un peu dur avec l'industrie, vous avez certainement raison hein, sur plein d'aspects, mais historiquement aussi, l'industrie, ça a permis de développer les chemins de fer, des réseaux de chemins de fer très particuliers pour acheminer dans les usines les matières premières, etc. Chemins de fer qui ensuite ont été utilisés par les travailleurs, les travailleuses, par les citoyens, les citoyennes. Et donc, réindustrialiser, c'est aussi redonner un accès à ces territoires qui sont peut-être isolés, au maillage territorial, etc. Et pour appuyer ce que vient de dire Anaïs, réindustrialiser, c'est aussi repolitiser les territoires, leur redonner un peu de dynamisme politique et de visibilité médiatique et politique. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a dit sur la désindustrialisation, il y a énormément de travaux qui montrent que c'était aussi un projet politique, parce que dans l'industrie en France, les gens avaient pour l'habitude de gueuler. Et ils avaient des meilleurs salaires, et ils avaient des syndicats forts. Donc si vous détruisez l'industrie, vous permettez à des députés macronistes ou des députés un peu de droite de reprendre un peu de pouvoir. Donc il y a aussi à ça à mettre en balance. Je suis d'accord avec vous pour la destruction écologique, mais il y a aussi, je pense, des choses en termes de formation, Clémence l'a bien dit, des choses intéressantes aussi dans la réindustrialisation, la relocalisation. Sur les niveaux de décision, c'est une excellente question. J'ai pas la réponse, c'est pas moi qui vais vous dire il faut faire ça. Certains vont vous dire il faut un étatisme total. On peut avoir crainte de l'État si l'État décide de qu'est-ce qu'il faut relocaliser, etc. Certains vont vous dire ça va être du localisme, du communisme au sens propre du terme, c'est-à-dire décision dans la commune. Je crois que finalement ça c'est une des choses qu'on peut réinventer. Alors ça passe par bien voter. Déjà pour se donner la possibilité de définir ces critères de décision et finalement ces niveaux de décision. Mais je crois que ça peut être un vote guidé par peut-être l'État, les ministères, etc., qui se décline, qui se décentralise ensuite dans les régions, pourquoi pas dans les villes. Enfin, l'industrie, c'est ça qui est bien aussi, c'est ce qu'a montré Anaïs, c'est que c'est une question étatique, une question nationale, tout autant qu'une question territoriale, donc on peut avoir différents niveaux de décision, à mon avis. Et donc c'est un peu la même réponse sur qu'est-ce qu'il faut relocaliser en priorité. Je crois que ça nécessite une planification, c'est ce que je disais. Et planifier, ça veut dire prendre le temps de se dire, ok, quelles sont nos dépendances maximales, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, qu'est-ce qui va attendre un peu, qu'est-ce qui va prendre le temps dans la formation de la main-d'œuvre. Et donc ça, voilà, c'est aussi des choses à collectivement décider. Et ça, c'est ma question favorite sur l'Union européenne et la désobéissance ou pas, etc. En fait, il y a des choses qui sont très simples à faire tout de suite. Aujourd'hui, on est un peu bloqué, Mathias l'a rappelé, par l'OMC. Sauf que l'OMC, c'est mort. Il y a pas, voilà, l'OMC, en tant qu'institution internationale, elle est bloquée. Elle ne prend plus de décision. Là, il y a eu une décision sur le conflit entre Airbus et Boeing. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que ça a pris 15 ans. Donc c'est-à-dire que, mince, les Américains ont subventionné, l'Union européenne a porté plainte auprès de l'OMC, l'OMC a envisagé des poursuites, l'Union européenne a porté plainte pour les subventions faites à Boeing, et 15 ans après, on a une réponse. J'ai envie de dire, mes amis, désobéissons, subventionnons nos industries, relocalisons, et peut-être que dans 15 ans, l'OMC nous dira « Ouh là, c'était pas bien ». Mais entre-temps, dans 15 ans, on pourra dire « Regardez, nous, on a créé de l'emploi, nous, on a atteint les objectifs climat, nous, on a… etc. etc. » Et donc, l'OMC, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'a émis l'idée de Clémence a déjà émis l'idée, mais il y a des choses aujourd'hui, on fait du protectionnisme. Les 200 milliards, alors aujourd'hui c'est 200 milliards d'aides aux entreprises, ces 200 milliards, c'est une protection. Les entreprises françaises, vous croyez quoi? Elles se protègent. Les entreprises françaises et internationales, elles font de la planification. Donc on est en train de nous dire l'État n'a pas le droit de faire ce que les entreprises privées font. Eh bien, planifions. On peut conditionner
ces aides aux entreprises, ces subventions. C'est une forme de protectionnisme. On a un plan de relance au niveau français, au niveau européen. Il suffisait très simplement de dire, et c'est pas une grosse désobéissance, de dire ok, on vous file de l'argent, on vous file 200 milliards de subventions. Alors, dans ces 200 milliards, il y a plein de choses à enlever et ça serait assez rapide, mais maintenant, on pourrait dire désormais, vous voulez une subvention, conditions de salaire, conditions de respect écologique, etc. Et ça, alors, je me tourne vers les spécialistes de l'Union européenne, mais ça, je ne crois pas qu'on se ferait beaucoup taper sur les doigts en disant, attendez, il y a une subvention qui existe, elle est là, elle est admise depuis 10 ans, bon, ben maintenant, on va juste la conditionner. Donc voilà, c'est un des principes. Et après, on se battra pour changer l'Europe si on en a envie, etc. Mais déjà, il y a des petites échelles, des petites désobéissances à faire et qui ne sont pas très, très dures à mener, je pense. Bon, je complète rapidement les réponses absolument brillantes et que je partage en tout point des deux précédents intervenants. Je pense que la question qui a été posée par la camarade sur avoir le problème sous les yeux, est-ce qu'on veut vraiment faire ça, c'est inquiétant, etc. Je pense que c'est une bonne question parce que fondamentalement, c'est des questions qu'on va avoir à se poser. Si et quand, plutôt on va dire quand pour être optimiste, quand on arrivera au pouvoir, de qu'est-ce qu'on veut refaire venir comme production sur le sol national, qu'est-ce qu'on assume dans notre environnement. C'est un débat qu'on a eu beaucoup pendant le projet de loi sur les énergies renouvelables, parce qu'en réalité, il se pose de façon symétrique quand on choisit ou quand on discute du mix énergétique. Ça n'est pas la même chose, le paysage énergétique quand c'était du charbon, que quand on est passé à du nucléaire qui globalement a invisibilisé très largement la question énergétique de nos paysages, sauf pour les riverains d'installations nucléaires et sauf en cas d'accident nucléaire, ça serait beaucoup plus visible, mais en tout cas on s'est déshabitué à avoir les sources de production d'énergie à côté de chez nous sous les yeux. Il est clair que quand on dit nous 100% renouvelables, on les aurait à nouveau sous les yeux, les installations d'énergie. Et on sait par exemple tous les conflits locaux qui peuvent être provoqués par l'installation d'éoliennes. Donc c'est un problème qui va se poser. Et ce sera la question, c'est comment on réussira à y répondre de façon démocratique, en associant chacun et chacune. Moi j'avais fait la proposition qu'on puisse par exemple faire des projections en termes de paysage énergétique. C'est-à-dire les photos ou les cartes, les dessins de à côté de chez vous. Concrètement, quelle est la consommation locale ? Bon, on peut discuter de plusieurs types d'échelles. Donc, combien il nous faut pour consommer l'énergie et pour vivre ? Et on a du choix. On peut mettre, peut-être, il y a de l'hydraulique qui est possible dans certaines régions. Sinon, on met des éoliennes, on met des panneaux photovoltaïques. Mais je rappelle qu'il y a du choix et des priorités qui sont assez faciles. Il y a aussi le fait que les macronistes, jamais ne veulent s'en prendre aux intérêts privés. Donc, typiquement, quand on a dû batailler comme des fous pour installer du panneau solaire sur des grandes surfaces de grande distribution ou des grands entrepôts Amazon, il y a quand même une absurdité qui nous dégagera un paquet de solutions si jamais on réussit à convaincre dans un cadre local de débat. Mais tout ça va demander beaucoup de temps de discussion, d'appropriation des enjeux pour essayer de définir ensemble ce que l'on voudrait. Deuxième peut-être élément de réponse, c'est la question des usages de foncier prioritaires. Par exemple, si on utilisait toutes les friches industrielles déjà en France, on aurait largement dégagé du foncier, donc y compris sans artificialisation, qui est une de nos priorités évidemment, en redonnant, souvent ce sont des espaces qui déjà avaient été habitués à abriter une industrie, et donc avec les infrastructures routières, avec les habitations, le bassin de vie, etc. Bref, il y a des priorités qui peuvent aussi nous faciliter un petit peu la vie. Et puis après, il y a la question philosophique qui a été abordée par Anaïs, c'est-à-dire on pense que in fine ça créera du plus vertueux, parce que quand on se mettra le problème sous les yeux, on sera obligé d'y répondre de manière plus concrète que lorsqu'on génère de la pollution, des nuisances, des droits sociaux affaiblis au bout du monde, comme c'est le cas aujourd'hui. Et je crois que c'est une discussion qu'on doit évidemment avoir. Je vous donne un exemple qui, je ne sais pas s'il parle, mais c'est qui tout double en termes d'émissions de CO2 pour le panneau photovoltaïque produit en Chine ou en France. C'est 30 ou 55 grammes de CO2, quasiment qui tout double. Bon, et bien ça,
mis bout à bout, on sait ce que ça produit en termes d'émissions de gaz à effet de serre et donc de conséquences sur l'aggravation du changement climatique et l'inertie dans laquelle la gravité de la situation dans laquelle on va être. Et donc je pense qu'avoir cette responsabilité et pouvoir davantage la mesurer conduira aussi à des débats citoyens qui seront intéressants et qui nous feront, je l'espère en tout cas, faire des choix plus vertueux. Et ensuite, pour répondre à la deuxième question rapidement, parce que je m'emballe et je suis trop longue, sur les formations dans les régions, qui m'a été posée par la camarade ici. Le premier sujet, pour m'être intéressée d'assez près à cette question, c'est que les subventions aux régions qui sont attribuées ensuite à des centres de formation, notamment liés aux entreprises, c'est quasiment un fonctionnement mafieux, en réalité. Je le dis, c'est peut-être un peu exagéré, mais honnêtement, ça a servi à récompenser des potes ou à se lier à des entreprises en particulier de façon totalement antidémocratique et de façon totalement absurde en termes de développement du territoire ou en termes de ce dont on avait besoin. Donc il y a un gros souci avec les subventions vis-à-vis de ça. Donc déjà, il faudra remettre de l'ordre là-dedans. Voilà, très clairement. Donc en attribuer moins et aider, on va le dire comme ça, aider au fléchage dans ce qui pourra nous intéresser. Et puis après, il y a le changement de système, c'est-à-dire, j'ai parlé des centres de formation adossés aux entreprises. Nous, on veut valoriser le bac professionnel. Ça s'organise une politique éducative. Et donc, dès lors qu'on revient à des centres qui font passer le bac pro, c'est plus la même durée de cursus. L'État peut piloter davantage, etc., etc. Donc, on changera aussi d'échelon et de type de formation. Je pense que c'est deux éléments de réponse, en tout cas, et de la façon dont a été posée la question, je crois que on est à peu près d'accord et que voilà, j'espère avoir donné des éléments de réponse. Merci Clémence. Très brièvement, puisqu'on doit rendre l'espace à 17h. Pour répondre, en gros, il y a un mot qui a été dit plusieurs fois, qui est une manière de répondre. C'est la question démocratique. Savoir de quoi nous avons besoin. Savoir quelles sont les conditions dans lesquelles telle industrie est acceptable sur un territoire. Ça ne peut pas être décidé autrement que de façon démocratique. Ça ne peut pas être décidé uniquement par le capital, les actionnaires, les chefs d'entreprise. Ça ne peut pas être décidé non plus uniquement par une forme de technostructure qui serait mieux que les citoyens, ce qui est bon pour eux. C'est clairement une réponse aussi à la question des échelles. Quand on parle, nous, de planification écologique, évidemment, l'État fixe des grandes orientations sur la base des votes qui sont faits et des choix démocratiques qui s'expriment. Quel type d'industrie prioritaire ? Si c'était les Insoumis ou la NUPES qui gouvernions, une des premières industries qu'on aurait jugé prioritaire de relocaliser, c'est typiquement ce qui permet de fabriquer des énergies renouvelables. Donc les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, etc., etc. Une autre, ça aurait été de dire, écoutez, la situation qu'on a vécue avec le Covid, non, on ne veut pas avoir de nouveau la honte de devoir mendier des masques ou autre. Donc, en termes sanitaires, ou de se priver de médicaments parce qu'on n'en a plus. Donc, il y a un volet santé, ce qui est dans le très haut panier de ce qui est prioritaire pour nous. Et puis après, on aurait pris comme ça, qu'est-ce qui est indispensable, par exemple, en matière de transport, puisque là aussi, il y a un enjeu de décarbonation majeur. Donc, les trains dont parlait Clémence, vous avez vu cette entreprise dans le Nord qui est menacée de fermeture, peut-être même qu'elle a fermé désormais. Non, c'est pas possible. Si on veut faire du ferroviaire ou du ferroutage pour les matériels, les produits, il nous faut aussi une industrie capable de fabriquer les pièces dont on a besoin pour fabriquer les trains. Voilà, je prends quelques exemples. C'est vraiment quels sont les objectifs qu'on se donne et les industries prioritaires. Et puis tout au bout, il y a aussi des industries dont on dira, ça en fait, non. On ne relocalisera pas en France des industries de fabrication de produits plastiques jetables. Ça ne nous intéresse pas. On ne relocalisera pas en France des industries de textiles de très mauvaise qualité, que vous portez une fois, que vous jetez après, qui sont dans une configuration de mélange de matières qui les rendent absolument irrecyclables. Ça ne nous intéresse pas non plus. Par contre, du textile de bonne qualité, avec des productions locales, avec des matériaux qui sont respectueux, ça oui, c'est une manière de répondre. Et clairement, il y a un enjeu de sobriété. Il ne s'agit pas de relocaliser tout. Il s'agit d'être capable de consommer moins, de consommer mieux. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire ceux qui n'ont rien doivent avoir encore moins.
Ceux qui ont moins, ils doivent avoir plus que ce qu'ils ont aujourd'hui, mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui, pour manger mieux, pour se loger mieux, pour se chauffer mieux. Alors que, à d'autres bouts de l'échelle, d'autres doivent avoir moins, très clairement. Moins d'yachts, moins de résidences secondaires, moins de paquebots de luxe, moins de combien d'autres biens de SUV dont on ne sait plus quoi faire et qui n'arrivent même plus à se croiser dans les rues tellement ils sont énormes, etc. etc. Donc c'est ça la réflexion démocratique sur qu'est-ce qu'on veut produire et comment on en limite l'impact, d'abord en réduisant le volume global et ensuite en faisant les choix qui vont bien. Sur la question, et ensuite évidemment ce que disait Clément sur les friches à reconvertir. Vous avez aujourd'hui des territoires, on a parlé de la SAM, on a parlé, voilà, il y a combien d'entreprises où même les salariés portaient des projets de reconversion, on leur a dit non, on va fermer, et vous revenez 5 ans après, c'est toujours dans le même état. Donc là aussi, il y a un travail majeur à faire pour pas avoir à aller artificialiser des terres agricoles ou naturelles supplémentaires, parce que ça n'est pas le modèle qui est soutenable. Dernier mot sur la question européenne. Oui, il y a une réponse européenne, c'est vrai. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. D'abord, notons que c'est une réponse. C'est-à-dire qu'il aura fallu attendre que les autres, notamment les Américains, prennent des décisions pour qu'on se dise « Ah mince, on va se faire avoir encore une fois ». Résultat, la réponse européenne qui est proposée, elle existe, mais elle est très insuffisante. Si on prend par exemple le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a été proposé, il concerne une demi-douzaine de matières premières. Et il ne concerne pas les produits transformés, à part les boulons et les vis. Parce que quand même, en matière de produits transformés, reste assez limité. Donc, vous êtes taxé si vous importez une plaque d'acier, mais si vous importez une voiture, une porte de voiture fabriquée en acier, vous n'êtes pas taxé. Ça peut même avoir un effet pervers et contraire à celui qui est recherché, où vous avez plutôt intérêt à importer le produit fini qu'à importer la matière première pour le transformer en Europe. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte et ce serait quand même la moindre des choses, au moins de corriger ces effets pervers-là, et que dès lors qu'on taxe la matière première qu'on importe, il faut taxer les produits manufacturés qui en sont issus au moins dans des proportions significatives, sinon ça n'a pas de sens. De la même façon, sur la question des aides publiques, je n'ai pas entendu qu'il y ait vraiment une volonté de changer la logique de la politique de la concurrence. Il y a des mots, on va autoriser ici ou là des subventions, notamment quand elles sont médiatiques, mais la remise en cause fondamentale de la politique de la concurrence pour ne plus l'apprécier uniquement entre entreprises européennes, mais y compris à l'échelle de l'Europe par rapport à d'autres entreprises, notamment chinoises ou américaines, clairement celle-là, elle n'est pas posée. Sur la question de l'investissement public, l'Union européenne, les gouvernements sont en train de discuter et de décider leur rétablissement de règles d'austérité et de revenir aux règles qui limitent le déficit public, la dette publique et les sanctions qui vont avec quand vous ne respectez pas ça. Donc c'est une réponse qui est ou parcellaire, voire une mauvaise réponse. Et enfin, le dernier exemple, c'est qu'au moment où on parle de tout ça, de relocaliser, de réduire la dépendance, etc., l'Union européenne signe un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, est en train de vouloir finir la négociation d'un accord de libre-échange avec le Mercosur, auquel nous nous opposons. Donc, très clairement, on voit bien qu'ils essayent, ils ont bien compris qu'il fallait dire quelque chose, ils ont mis vert après industrie dans leur projet de loi, il y a 2-3 machins, Macron va faire une inauguration ici ou là, mais le logiciel qui est le leur, ils en sont toujours prisonniers et ils n'arrivent pas à en sortir. Et si on ne sort pas de ce logiciel, on ne répondra pas ni au défi social, ni au défi économique, ni au défi écologique qui est posé par la désindustrialisation et par notre dépendance à ces productions. Voilà, je crois, ce qu'il fallait dire. Et avant de vous quitter, je voulais remercier l'ensemble des camarades qui ont filmé, organisé, qui nous ont ravitaillés en eau, qui ont rattrapé les gobelets, etc. Parce que sans eux, il n'y aurait pas tous les amphis qu'on a là. Et remercier nos intervenants, Léo Charles et Anaïs Voigilis, et remercier aussi Clémence Guettet. Vous dire que si les enjeux de bifurcation écologique vous intéressent, moi je vous donne rendez-vous demain, là, juste à côté, pour une table ronde qu'on a intitulée « Pour sauver le climat, faut-il faire sauter la banque ?» avec notamment Romaric Godin, Anne-Laure Delatte, Éric Baird et Aurélie Trouvé à 13h30. Et puis sinon, abonnez-vous au journal de l'Insoumission. Merci à vous et bon après-midi. Et pensez à boire de l'eau et à vous mettre à l'ombre.